bien quand vous parlez, d'accord? Ouais, je m'arrête. Ok. Bon, pour faire le test son, je vais me présenter. C'est bon, Fabrice de Grotte, je suis. Il y a un peu d'écho là. Je suis responsable du département droit du numérique chez Simon Associés. Et donc, je remercie l'organisation de la DIGE. Donc, alors, je ne sais pas si on m'entendait de l'autre côté de la planète. En tout cas, j'espère que vous m'avez entendu. Donc, je vais animer ce premier atelier sur l'open data. Et pour ce faire, je vais interroger deux spécialistes, je dirais, de ce domaine, avec, donc à ma droite, pour moi, Romain Thalès, d'Etalab, et à ma gauche, Fabrizio, excuse-moi Fabrizio, Papatecha, et qui est donc responsable chez Lexbase. Alors, Etalab, on ne présente pas. J'aurais tendance à dire, ça a été dit par Madame la Ministre, c'est un peu le bras armé, je dirais, de cette loi qui a été donc très bien présentée par Madame la Ministre ce matin. Et Romain est en charge justement de ce développement aujourd'hui, d'une certaine manière, de la mise en application de la loi, si on devait le raisonner comme ça. Et puis, Fabrizio, et encore toutes mes excuses pour avoir écorché votre nom. Vous êtes donc chez Lexbase. On peut dire que Lexbase est un peu le pionnier des legal tech. Hein. On connaît Lexbase en tant qu'éditeur juridique. Et vous êtes, vous aussi, en tant qu'éditeur juridique, responsable du développement de ce qui a été évoqué ce matin comme un sujet, qui est celui de l'open data juridique. Madame la ministre a rappelé que c'est peut-être un des aspects de la loi qui n'avait pas été, qui avait à tout le moins été le moins mis en place, mais le tout confirmé par Madame la présidente de notre profession. Alors messieurs, je vais vous poser à l'un et à l'autre une première question. Pour vous et au travers de vos propres expériences, dans le cadre de la loi elle-même, qu'est-ce que l'open data? Donc Romain. Alors, l'open data, bonjour à tous. L'open data, si on prend la définition légale, c'est toute donnée, tout document administratif produit ou reçu dans le cadre d'une mission de service public, auquel, bien évidemment, on soustrait l'ensemble des données qui sont protégées par des secrets légaux, et bien évidemment, les données à caractère personnel, sauf exception, qui sont aujourd'hui encadrées par le dernier décret d'application du cadre général de la loi pour une république numérique. Donc ça laisse quand même un périmètre de jeu assez large et un travail conséquent. Alors après avoir posé la question, je dirais, à la source de la data, on va poser cette même question à celui qui va l'exploiter, c'est-à-dire l'éditeur de data juridique. Merci, bonjour à tous. Alors en fait, la définition de Romain est excellente. Je la compléterai peut-être juste pour un point, c'est que c'est des données accessibles en masse. Parce que souvent, en pratique, on voit une confusion, par exemple, avec des données accessibles à l'unité gratuitement ou en freemium sur Internet. Donc là, il s'agit de données en masse, téléchargeables et réexploitables. Merci. Alors, toujours dans cette démarche question-réponse, on a voulu comme ça parce que ça permet d'avoir une certaine dynamique. Ça a été dit ce matin par différents intervenants. La deuxième question que je voudrais vous poser, surtout sur la data juridique, est-ce que la notion d'exhaustivité, est-ce que le fait d'avoir toutes les jurisprudences, je reprends les propos qui ont été prononcés par Madame la Présidente Ferracheux, est-ce que le fait d'avoir toutes les jurisprudences de tous les degrés de juridiction est un gage d'efficacité et de performance? Alors, je dirais que moi je distinguerais le stock et le flux d'une part. C'est important. Alors déjà, au niveau de la mise à disposition du stock, je pense qu'il y a des vraies problématiques techniques qui se posent. On est très certainement dans une réelle difficulté à être en capacité de pouvoir ouvrir la totalité du stock de données.
Pour ce qui est du flux, je pense qu'il y a un vrai intérêt, effectivement, à essayer de prioriser, peut-être identifier un certain nombre de données qui pourraient potentiellement relever d'un intérêt particulier. On pourrait prendre les informations relatives aux décisions des prud'hommes, par exemple, avec un niveau de précision géographique le plus ciblé possible, parce que c'est toujours ce qui représente le plus fort intérêt pour les acteurs qui vont être amenés à réutiliser les données. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a quand même derrière une réelle problématique technique. On l'a d'ailleurs abordé à plusieurs reprises. Et que le cadre légal et sa mise en œuvre, c'est une chose, et la capacité de mettre en œuvre, c'en est une autre. Et on est souvent confronté à cette réalité opérationnelle qui, en tout cas sur le sujet de la mise à disposition des décisions de justice, pose quand même un certain nombre de questions. Exhaustivité? Alors, l'exhaustivité, c'est une question intéressante parce qu'en fait, elle n'est pas souvent posée. Aujourd'hui, concrètement, on pourrait dire que les éditeurs, en moyenne, ont à peu près 5% des décisions de justice. Donc déjà, c'est une première information. Et une deuxième information, c'est la répartition de ces décisions de justice. Aujourd'hui, on a majoritairement des cours d'appel et des cours suprêmes. Et alors ça pose un problème. Disons que ça représente 90% de notre stock et de notre flux. Pourquoi? Puisque les décisions de première instance sont celles qui ont le plus de faits. Or, les faits, c'est ultra important pour caractériser une décision, un raisonnement juridique, un syllogisme. Et également parce qu'il y a une vraie différence temporelle entre le moment où la première instance est rendue et le moment où la décision de la Cour suprême est rendue, avec toutes les possibilités de revirement de législation qu'évoquait Madame la Présidente. Donc ça, c'est très intéressant parce que, au-delà déjà de parler d'exhaustivité, il faut parler de répartition. Sur l'exhaustivité, après, il y a une seconde problématique, on est à 5%. Si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on est à 50, 60, 70%, c'est déjà très bien. La question n'est pas forcément d'arriver à 100%, surtout si ça ralentit le process. Parce que plus on essaie d'atteindre les 100%, et plus les derniers 10% sont difficiles à obtenir et peuvent faire reculer le reste si on l'attend. Donc moi, je pense que l'objectif est déjà d'aller plus loin, aussi bien dans le volume, mais surtout aussi dans la répartition des décisions, dont on ne parle pas souvent, avec une importance plus forte à accorder sur les premières instances. Merci Fabrizio. Donc, alors pour compléter, après avoir parlé de la notion d'exhaustivité, cette possibilité de tout avoir, donc on a bien compris que on était très loin aujourd'hui de cette réalité. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est, et ça c'est la loi Le Maire qui le prévoit, cette mise à disposition donc, de la donnée publique, globale, on va dire, pas nécessairement de justice, mais à tout le moins cette mise à disposition qui reste le principe même de cette loi, elle prévoit également que cette démarche de mise à disposition doit se faire dans le respect de la vie privée. Donc cette disposition, cet élément-là de cette disposition, comment est-il géré par état d'âme? Et après, je poserai la question, bien entendu, à l'espace. Donc ma question est cette mise à disposition, donc on a compris qu'elle n'était pas nécessairement exhaustive et ce n'était pas un gage de performance, mais au-delà de ça, cette mise à disposition doit, au regard de ce que la loi prévoit, respecter la vie privée. Alors bien sûr, je pense que c'est un élément essentiel. Je parlais tout à l'heure du fameux décret, du dernier décret d'application du cadre général de la loi pour une république numérique, qui a vocation à identifier des catégories de documents administratifs dont la mise à disposition peut être réalisée sans travail d'anonymisation préalable, considérant que ce sont des données nécessaires à l'information du public. C'était important pour nous d'appliquer justement cette exception dans la mise à disposition d'informations contenant des données à caractère personnel, pour créer aussi cet équilibre. On a vu arriver la RGPD, qui très rapidement, de par son ambition et de par aussi la portée européenne du sujet, a amené les administrations à identifier des délégués à la protection des données et du coup à se braquer aussi d'une certaine manière dès lors qu'on arrivait avec des questions d'ouverture de données et en nous brandissant justement cette question qui leur semblait être une réponse assez facile, c'est de dire bah non, nous on ne veut même pas réfléchir à la question de mise à disposition parce qu'on préfère se concentrer sur les sujets de protection. Moi j'insiste sur la question d'équilibre entre les deux, c'est très très important.
Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'en plus des délégués à la protection des données, on commence à voir naître dans les administrations des rôles d'administrateurs ministériels des données, qui sont un peu dans le prolongement de l'administrateur général des données qui avait été incarné par Henri Verdier par le passé, et qui permet justement d'avoir une approche qui soit une approche globale de la donnée au sein des structures administratives pour essayer de construire une réelle stratégie basée sur les données et ne plus être dans une simple posture administrative qui parfois effectivement est un frein à la mise en œuvre de ce que le législateur a voulu incarner à travers la loi. Merci Romain. Donc, vie privée, comment ça se passe chez l'éditeur? Alors déjà, c'est un arbitrage entre deux principes fondamentaux. Et on en a parlé, c'est aussi une question de souveraineté, puisque si demain, l'État met une masse de données de décision de justice avec toutes les données personnelles, et qu'un acteur privé ou un autre acteur étatique s'en saisit, il peut avoir énormément d'informations. Il y a des pays ou des endroits où la législation a été autre, où on a privilégié la célérité. Je pense notamment au SOTIJ au Québec, qui a plus vite ouvert un open data, mais sans anonymiser, en tout cas pour les décisions civiles et commerciales. Je ne parle pas des décisions pénales en France, etc. Et nous, c'est vrai qu'on a privilégié la protection des données personnelles, et je pense que sur le long terme, c'est important. Alors, comme le disait Ismaël tout à l'heure, on a beaucoup de Legal Tech à travailler sur l'anonymisation, beaucoup depuis 2016, mais même avant, puisqu'il y a eu des lois de 1978-2001. Les process techniques ont évolué. Alors, originellement, c'était des regex. Aujourd'hui, on est plus sur des process d'IA. Alors, les process d'IA en anonymisation, c'est un avantage très fort, puisque on n'a pas forcément à retravailler tous les index de noms propres, de noms de villes, etc. Ce qui a permis, par exemple, à un acteur comme nous d'aller vers l'Afrique, c'est-à-dire de rester sur du francophone, mais d'avoir des process d'anonymisation qui s'appliquent aussi bien sur des décisions de justice rendues en France que rendues en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc, c'est faisable. Aujourd'hui, en effet, il y a toujours peut-être un petit peu ce frein technique du côté de l'administration, mais qui est en train d'être levé. C'est aussi un frein de culture, puisqu'en fait, la digitalisation, c'est des financements, c'est de la technique, mais c'est aussi une culture managériale. Quel est le poste du DSI? Quelle est la décision qu'il va prendre? Il y a des administrations qui ont su très bien le faire, je pense notamment à Bercy. Nous, ce qu'on voit, c'est que ça progresse, pas aussi vite qu'on l'aurait voulu, mais ça avance, et on parlait de la réunion à la Cour de cassation la semaine dernière, voilà, pas à pas. Merci Fabrizio. Donc, on a évoqué l'exhaustivité. Donc, cette exhaustivité n'est pas un gage de performance en tant que tel. On a expliqué que l'open data, c'est-à-dire la mise à disposition de la donnée publique, il faut également le rappeler, privée également, à partir du moment où cette donnée a été produite dans le cadre d'une mission de service public. Donc, les acteurs privés peuvent être amenés également à mettre à disposition leurs données. La troisième et dernière question que je voudrais vous poser, on a entendu depuis ce matin, c'est à peu près 2 heures que nous parlons de cette fameuse loi Le Maire, qui a quand même été un élément, je dirais, structurant sur l'aspect, je dirais, de l'organisation de notre société au travers du numérique. On est quand même étonné, et c'est vrai que ma question, un peu provocatrice, et là je m'adresse à Etalab, on est un peu étonné qu'il faut attendre juin 2020, c'est-à-dire près de 4 ans plus tard, pour que les décrets d'application, c'est-à-dire des actes qui sont dus à l'exécutif par rapport à une décision, enfin par rapport à une production législative, interviennent pour la mise en application de certains aspects de cette loi. Ça a été rappelé ce matin. Et donc, aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce qu'on sent une dynamique qui pourrait apparaître maintenant, un processus d'accélération? Alors, effectivement, je pense qu'il y a un temps assez long entre le moment où la loi a été promulguée et le moment où les décrets d'application, si tant est qu'ils aient pu être rédigés, ont été appliqués. Mais je tiens à modérer un petit peu cette vision. Moi, j'ai travaillé sur l'open data avant la loi Le Maire et après la loi Le Maire. Donc, j'utilisais la loi de 78 comme principal outil pour pouvoir accompagner les administrations dans l'ouverture. On a quand même
un levier juridique qui est beaucoup plus important que celui qu'on avait auparavant. Il y a un énorme travail, et d'ailleurs on est considéré, la France, comme un des pays très un peu early adopter par nos homologues européens, mais même mondiaux, sur la dimension réglementaire, légale, de la mise en œuvre de l'open data. Enfin, on n'a pas à rougir. Après, effectivement, le temps d'application, il est très long. Moi, je distinguerais tout simplement la mise en œuvre du cadre légal, qui est une base nécessaire pour la mise en œuvre d'une politique publique aussi ambitieuse que celle-là, mais je la distinguerais quand même des modalités de mise en œuvre opérationnelle. On parle beaucoup de legal way et de maker way. Le maker way est souvent, on peut considérer que c'est plus facile parce qu'on peut développer des outils, on peut essayer de disrupter, sauf que dans l'administration, on a quand même des figures imposées. Et c'est parfois beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Donc j'insiste vraiment sur le fait que la loi aide, que les décrets d'application ont mis du temps à arriver parce qu'il y avait un problème aussi d'appropriation par les administrations qui n'avaient pas forcément le niveau de maturité pour, on va dire, accompagner cette dimension assez c'était un changement de paradigme quand même pour elle, même si on parlait d'ouverture de documents administratifs depuis de nombreuses années et que c'est quand même si on remonte effectivement à la Déclaration des droits de l'homme, ça remonte à quand même pas mal d'années. Mais dans les faits, je pense qu'il y a des systèmes d'information qui sont très vieux. On a des administrations qui voient la donnée de manière, on va dire, métier, mais pas du tout à l'aune des usages qui pourraient être développés autour de ces données. Le fait de parler open data, c'est un peu s'ouvrir sur un nouveau champ des possibles que les administrations n'avaient pas du tout considéré avant. On le voit, les données qui sont extraites des systèmes d'information, elles sont structurées autour d'une problématique qui leur est propre. Notre objectif et tout le travail d'accompagnement qu'on mène auprès de ces acteurs, c'est vraiment de leur dire qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus large que leur seule problématique métier, qui est l'intérêt général. Et le fait de pouvoir accompagner d'autres acteurs, que ce soit des acteurs privés ou que ce soit même d'autres administrations, parce que les administrations sont aussi les premières bénéficiaires de cette circulation de la donnée, pour pouvoir mettre en application l'ambition du texte qui est, je pense, encore aujourd'hui, un texte fondamental et qui est pour nous un enjeu essentiel pour la mise en œuvre de l'open data et plus largement même de la circulation des données. Donc on l'a compris, Romain est très fan de la loi qui porte le nom d'Axel Lemaire. Donc est-ce que Fabrizio a le même tempérament par rapport à ça? Alors, pour compléter ce qu'a dit Romain, déjà, on a une chance en France, c'est qu'on a des administrations qui créent historiquement des bases de données, c'est-à-dire des registres, des cahiers de doléances, etc. Donc la question n'est pas la création de la base de données, mais c'est l'ouverture. Et quand on lit le décret qui est sorti le 29 juin dernier, on voit aussi un petit peu les problématiques qu'il y a eu. Et c'est ce que disait Madame la Présidente. D'abord, qui doit faire cette ouverture? Donc il y a eu des débats sur ce sujet. Aujourd'hui, on sait que c'est les cours suprêmes. Très bien, c'est parfait. Ensuite, on introduit un nouveau champ opérationnel, c'est-à-dire que c'est les cours suprêmes, mais il y a l'intervention des greffes. Donc l'intervention des greffes, c'est du local. Et on en discutait aussi. L'ouverture des données va passer par les territoires, les régions, le local, etc. Et en justice, on n'y coupe pas. Les greffes vont devoir faire des tris, vont devoir donner leurs avis. Alors ça peut impliquer d'autres problématiques. S'ils refusent d'ouvrir, est-ce qu'il y a des recours, etc. Comment est-ce qu'on va plus vite si on rajoute des intervenants dans la chaîne? En tout cas, c'est toute cette problématique à laquelle on est confronté. Et pourquoi? Parce qu'à la base, la donnée, c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire que c'est une décision rendue qui est en papier, qu'il faut aller scanner. Aujourd'hui, on en est toujours là avec des tampons à traiter informatiquement, etc., etc. Et donc, à partir de là, c'est toute cette chaîne qu'il faut prendre en compte. Et même si le législateur veut aller vite, il peut être rattrapé par une réalité de terrain. Et c'est une réalité de terrain qu'on connaît aussi bien en France, et je reprends l'exemple de l'Afrique. C'est pareil, on prend des caisses, on scanne, et c'est après qu'on passe, donc c'est un travail très artisanal, et c'est après qu'on passe dans une chaîne de traitement ultra-tech. Mais la première étape, elle est assez artisanale. En tout cas, cette loi a donné des leviers très importants, a permis d'en parler, que ce soit à des acteurs institutionnels, administration, députés, etc., mais aussi à des acteurs locaux. Nous, on doit voir 2 ou 3 fois par semaine des greffiers pour leur dire voilà ce qu'on est capable de faire.
On invite des gens dans leurs locaux en leur demandant « Venez avec une décision de justice, on vous la traite en réel ». On n'est pas les seuls à le faire. D'autres Legal Tech le font, donc ça, c'est une acculturation. Et sur la partie peut-être financement, puisque c'est aussi le nerf de la guerre, je pense que là, il y a des opportunités très fortes avec une augmentation du budget de la justice de 8%, si on parle de nos domaines. Bon, il y a d'autres problématiques, il y a le financement des prisons, il y a beaucoup de problématiques importantes, mais il y a une augmentation. Il y a la mission Botorel qui est en train d'être réalisée, dont on dira peut-être un mot. Donc, il y a vraiment une opportunité sur ce qui va se passer dans les 2 prochaines années pour peut-être donner un coup d'accélération. Très bien. Mais écoutez, c'est moi qui aurai le mot de la fin, parce que le temps est compté, donc je n'aurai pas trop prolongé et je vois notre président se rapprocher. Bon, quoi qu'il en soit, Madame la Ministre, ce qu'on peut retenir de ce premier atelier, c'est que votre bébé se porte bien, en tout cas à la fois du côté de l'administration, je l'ai entendu comme tel, mais également d'un acteur privé, et que surtout, et ça je dirais, c'est au-delà même de l'atelier que j'ai eu l'honneur d'animer, il est évident que cette loi, au-delà de l'espoir qu'elle génère, établit un véritable référentiel, un référentiel juridique pour l'application du droit du numérique, à la fois pour notre génération, mais également pour les générations futures. Parce que c'est aussi les générations futures qui vont devoir également fonctionner dans cette disposition. Donc, merci à Romain, à Fabrizio pour la qualité de vos interventions. Merci.